Le 16 janvier 2025, je reçois une notif du Discord Nuzlocke Nation. Magnatix, l'un des modos, annonce une race sur Pokémon Renegade Platinum. Une remake de Pokémon Platine avec un cash prize à la clé. L'objectif de la race était de promouvoir la traduction française de la ROM. Mais vu que le jeu n'est pas trop difficile, Magnatix a rajouté quelques règles. Tout d'abord, il faut finir le jeu en Hardcore Nuzlocke, c'est-à-dire qu'on a le droit qu'au premier Pokémon de chaque zone, si l'un tombe KO, il devient inutilisable, interdiction aux objets de soins en combat, le jeu doit être en mode défini, et il est impossible de dépasser le niveau du meilleur Pokémon du prochain champion d'arène, c'est le level cap. Mais comme si cela n'était pas suffisant, Magnatix a décidé de rendre ça encore plus complexe. Il a interdit toutes les attaques de placement, tout moyen de modifier le climat, certaines attaques comme piège de roc ou vampigraine, et aussi les Pokémon Lofuru et Munja, jugés comme beaucoup trop forts. Mais ce n'est toujours pas fini. 3 champions d'arène sont devenus des combats doubles, et un combat spécial a été rajouté, et la première personne qui le bat gagne 50 € en bonus. Enfin, pour que tout le monde ait les mêmes chances, nous étions limités à 4 heures de jeu par jour. C'est donc avec toutes ces contraintes que je me suis lancé dans cette race en ayant une seule idée en tête, gagner. Comme toujours, pour bien commencer, il faut choisir son starter. Parmi les 3 choix, Tortipousse est le meilleur, car je peux garantir le fait d'avoir le talent Coq Armure, qui est un talent exceptionnel pour l'entièreté de la run, et il est indispensable pour un certain combat. Ensuite, je récupère tous les Pokémon que je peux capturer jusqu'à la première arène. Le Évolu donné à Bonaugure, le Wistikram donné à Litorella, un Psychoquack au lac Vérité, un Zigzaton route 202, un Magikarp route 218, un Krabi route 219, un Rose Bouton route 204, un Nitourmi route 203, un Machoke route 207, un Chuchmur à la mine de Charbourg, un Rakaillou au chemin rocheux, un Terral donné à Charbourg, un Salamèche donné à Félicité parmi les 3 starters de Kanto. J'ai choisi Salamèche car dans la ROM, Dracofeu est passé de type Dragonfeu avec le talent Lévitation. Et pour finir, je fais éclore l'œuf de Félicité où on peut trouver tous les bébés Pokémon du jeu et je tombe sur Togepi. Sur le moment, j'avais envie de me foutre en l'air car Cynthia nous offre un œuf de Togepi à Vestigeon. Donc là, je viens juste de perdre une zone. Elle commence super bien cette run. Avec tous ces Pokémon en poche, je me dirige vers le premier obstacle du jeu, Pierrick, qui est devenu un combat double. Je lutte Chimpanfeu et Roselia face au Tarinor et au Manzai. Chimpanfeu fait provoque sur le Tarinor afin de l'empêcher d'utiliser ses attaques de statut et donc le forcer à faire onde de choc qui fait peu de dégâts. Et de son côté, Roselia attaque le Manzai. Je continue à attaquer le slot de gauche avec Roselia puis avec Tortipousse qui est venu à la place de Chimpanfeu. Avec ce combo, j'arrive à tuer le Manzai, le Rakaillou et le Onix. Malheureusement, c'est un Brelis qui arrive. J'aurais préféré avoir Kralidos car là, le Tarinor n'est plus sous l'effet de provoque. Là, je commets une erreur en tapant dans l'abri du Ambrilex, ce qui le laisse activer son orbe flamme qui booste son attaque de 50% grâce au talent cran. Heureusement, j'arrive à le tuer avant qu'il ne fasse trop de dégâts. Problème, il reste Kralidos qui tape très fort. Je switch au Machoke qui attire Pico de Boule pour mon Rakaillou, qui se prend un coup critique qu'il tient à très peu de PV. Et Tortipousse fait Balgraine en espérant le tuer, mais il ne fait pas assez de coups. La situation devient assez tendue. Je rends un Machoke en espérant ne pas me prendre Pico de Boule, mais Pierrick utilise une potion sur Kranidos, ce qui permet à mon Tortipousse de pouvoir relancer Balgraine en espérant le tuer. Bien joué ma petite tortue. Plus que le Tarinor qui est une formalité. Sur la route pour Vestigeon, j'affronte Mars et Sarah qui ne sont pas très difficiles avec le level d'avance. Sur le chemin, j'ai pu capturer plein de Pokémon plus ou moins sympas. Un Ceribou dans les arbres à miel qui me permet de faire un échange contre un Rampion, excellent Pokémon. Un Voltor Boselienne qui est l'un des pires Pokémon de la zone. Un Dardanian garanti dans les arbres à miel route 205 qui va être très utile pour l'arène plante grâce à son talent adaptabilité. Un Meditica route 215 avec la nature assurée. Et un Barpo garanti au Mont Couronné dont l'évolution est passée de type au fait. A Floraville, j'avais le choix entre les 3 starters de Johto. Hérissandre est considéré comme le meilleur car avec son talent adaptabilité et l'accès à l'attaque éruption, le Pokémon est excellent et peut trivialiser beaucoup de combats. Malheureusement, le mien est catastrophique. Mauvais talent, IV horrible et l'une des pires natures possibles.
Je me rabats donc sur Germignon, dont l'évolution est passée de type plante fée avec le talent sérénité. Allez, pourquoi pas. Pour la zone de la forêt de Vestigion, j'ai utilisé une technique de rencontre qui s'appelle le repel Ménip. Quand il y a des Pokémon avec des niveaux différents dans une zone, on peut utiliser un repousse qui empêche les Pokémon sauvages de niveau inférieur à celui que nous avons en tête de l'équipe de pouvoir être rencontrés. Cela permet de maximiser les chances d'obtenir un Pokémon. Dans la forêt de Vestigion, si j'utilise un repousse avec un Pokémon de niveau 16, j'ai 83% de chance d'obtenir un feu forêt au lieu de 10%. Le Pokémon est très fort car il est passé de type spectre fée. Et bingo, je tombe sur Feu-Forêt qui a une nature et des IV excellents, regardez-moi ça. Dans Renegade, après être arrivé à Vestigion, il faut se rendre à la route 216 pour aller voir Flo et débloquer le combat contre elle. Sur cette route, je peux réutiliser la technique du repousse afin de garantir un Farfuret. Après quelques minutes de préparation, je me lance dans le combat contre Flo. Je lead Darnarnian qui utilise Direct Toxique qui one-shot directement le Joliflor. Flo envoie ensuite la plus grande menace de son équipe, son Roserade. Je suis obligé d'envoyer l'Inéon à la mort pour qu'il fasse quelques dégâts afin que mes tanks puissent arriver full vie. Cela me permet d'avoir 2 chances pour au moins réussir un petit coup de boule. Elle envoie ensuite son Sériflor. Charpenfeu arrive sur le terrain pendant qu'il pose le soleil. Charpenfeu tient forcément une balle météo coup critique et peut le tuer avec roue de feu. Boscara est envoyé. Je pivote sur Léviator puis sur Macronium afin de l'intimider et pour finir j'envoie Darnanian qui termine le match. Direct Toxique, puis Direct Toxique et encore Direct Toxique. Ne sous-estimez plus jamais la guêpe. Avec le level cap au niveau 33, j'ai plein de Pokémon qui évoluent. Cela me permet de battre très facilement Jupiter au bâtiment Galaxy, puis Maïté à la grotte Revêche. Après ça, je pars capturer un Motisma garanti au vieux château, un Scorpion garanti grâce à la technique du repousse route 206, un Carmache garanti dans la grande Revêche, un Porygon offert au bâtiment Galaxy, un Castorno route 208, et enfin, au musée, je peux choisir d'avoir n'importe quel fossile. Je décide de prendre Dinoclier, car c'est le fossile qui me paraît le plus utile pour le combat qui arrive. Dans Renegade, avant d'arriver à Unionpolis, on rencontre Aaron qui nous défie. C'est le combat le plus difficile du début du jeu. Même après une vingtaine de minutes de préparation, je n'ai pas trouvé une seule stratégie qui me permette de le passer à 100%. Je lutte Charpenfeu et je commets directement une erreur. J'utilise Bluff, mais le Papinox possède le talent Écran Poudre qui l'empêche de se prendre les effets secondaires des attaques, et donc ici l'apeurement. J'avais prévu le toxique car je lui ai équipé une Bépécha, mais à cause de mon erreur, je vais probablement être empoisonné au tour suivant, et là Charpenfeu met un coup critique ce qui me met extrêmement bien. Aaron envoie ensuite son Charmillon qui est bien boosté dans Renegade avec 125 d'attaque spéciale. Je pivote sur Bastodon afin d'envoyer Motismafour sur un Écosphère qui me crit. Je suis obligé de taper mais je ne peux pas le one shot car il a la ceinture force, mais lui il peut me tuer s'il met un psycho coup critique. Tour suivant, je le dépasse et le tue, et maintenant je dois faire face à Aéromite l'anti-teinté qui n'a pas beaucoup de contre. Ici, Lia voit un kill avec ses 3 attaques. Elle va donc choisir aléatoirement une des attaques et par chance c'est Bomber qui ne fait aucun dégât à Bastodon. Il fait ensuite Poudre de dos, mais j'ai la baie marron qui me permet de me réveiller directement pour faire Tombe Roche afin de baisser sa vitesse de 1 cran. Le Aéromite arrive à toucher une autre Poudre de dos, je suis donc obligé de changer de Pokémon. J'envoie Electrode qui tient l'attaque et a une bonne chance de le tuer à coup de jus. La menace principale de l'équipe arrive, Drascore l'Antiscope Sniper. Prendre un coup critique et mourir ce Pokémon, c'est quelque chose d'assez classique dans Renegade. Heureusement, j'ai l'un des meilleurs contre à ce Pokémon, Torterra Coq-Armure. Je l'envoie et Drascore fait Dance Lame. Il fait Plécroix et je fais Séisme, mais je loupe la range pour le tuer, notamment parce que j'ai oublié de lui donner le bon objet. Encore une fois, c'est une attaque aléatoire qui arrive. J'ai la possibilité d'envoyer mon Léviator, mais si je prends un coup critique, c'est la mort qui l'attend et c'est un Pokémon très important pour la suite de la run. Je suis donc obligé de sacrifier quelqu'un. Merci pour le travail Electrode. J'envoie Charpenfeu qui le tue avec Bluff et il enchaîne avec le Ciseox grâce à Lance-Flamme. A ce moment-là, il ne me reste plus que quelques minutes avant la fin de la journée. Mais je vais exploiter l'une des règles concernant le temps. Si le timer de la journée s'arrête pendant que l'on est en combat, on a le droit de le finir. Je décide donc d'à peine me préparer pour affronter Chimera et de compter sur mon talent d'improvisation. Je lead Bastodon face au Grodrive. Il y a une stratégie assez classique dans ce combat, c'est d'utiliser l'attaque séduction. C'est une attaque qui pèse de 2 crans à l'attaque spéciale si le lanceur est du sexe opposé à la cible. L'attaque est très utile car l'objectif du Grodrive c'est de se booster avec plénitude, puis de donner ses changements de stats à ses alliés grâce à relais. Mais, grâce à la séduction, il va donner des malus en attaque spéciale.
Le problème, c'est que le gros drill ne semble pas très coopératif, car il ne veut pas faire relais. Je me retrouve donc avec peu de PV, ce qui me force à switch, et comme par hasard, c'est à ce moment-là qu'il décide de faire relais sur Ectoplasma. Castorno ne peut pas rester, car il a le talent inconscient qui ignore les changements de stats, qu'ils soient positifs ou négatifs. Donc là, inconscient fait comme si le Ectoplasma n'était pas à -6 en attaque spéciale. Je vois donc Drascore, mais il vient sur Fofollet qui divise son attaque par 2, et je ne lui ai pas mis la Beffrève. Je dois donc esquiver des coups critiques. À moins qu'on Drascore en fasse un lui-même. Castorno peut revenir contre le Magirève, car les plénitudes ne le dérangent pas. Double Hydro-Queue plus Aquajet, le Poké tombe. Face au Spiritomb, j'envoie Torterra, et le combo Séduction plus Coq Armure me permet de le tuer, même si la brûlure m'a fait un peu peur. Là, Kimira renvoie son gros drill. Je suis obligé d'envoyer Castorno et prier pour une balle ombre. Ok, ça passe pour l'instant. Maintenant, plus qu'à ne pas se faire apeurer par l'âme d'air. Bon, j'en ai peut-être un peu trop demandé, je vous l'accorde. Castorno, je te laisse faire un dernier Aquajet et rejoindre tes collègues dans l'au-delà. Dardranian arrive et le termine avec Poison Croix. Pour les deux derniers Pokémon, j'ai mon Ramboom pré-paralysé qui les gère très bien. Le Terraclope ne peut pas me toucher et contre le Branette, j'ai juste à switch jusqu'à qu'il n'ait plus de PP de coup bas. Cette victoire conclut la fin de la première journée. A ce moment-là, je me trouve en 3ème position. Les deux premières personnes, Spatio et Memory, se trouvent respectivement sur la route 210 et 209, avec une avance de plus ou moins 25 minutes. Si je veux les rattraper, je vais devoir être encore plus efficace dans ma préparation, mais aussi prendre beaucoup plus de risques, quitte à risquer ma run. Je commence la journée en montant mes Pokémon de level, puis je vais taper mon rival qui n'est pas encore bien difficile à ce niveau-là du jeu. Après ce combat, il y a un scénario rajouté dans la version de Renegade. Il faut se rendre au manoir Pokémon pour affronter la Team Galaxy, et il y a notamment un combat double avec notre rival qui n'est vraiment pas simple. Je lead Bastiodon face au Gros Doudou et au Archéodongue car elles résistent plutôt bien à leurs coups. Le problème que j'avais pas trop anticipé, c'est que je me fais endormir et que je dors pendant plusieurs tours. Puis à un moment, j'arrive enfin à me réveiller, mais mon Bastiodon est en mode lover avec le Gros Doudou. Je me retrouve donc avec peu de points de vie, et l'équipe de mon rival commence à se faire décimer. Je décide donc de switch sur Scorpion qui est immunisé à tonnerre. Cruel tue le Gros Doudou et le Mentali vient le remplacer. Je switch sur Drascore et le Skirion de mon rival meurt. Sauf que là, mon rival n'a plus de Pokémon. Et il me reste encore 5 Pokémon à tuer. Ça va être compliqué. Je tente Tranche-Nuit sur le Mentali, mais elle se protège avec abri. Par chance, le Archéodoncle loupe l'hypnose. Je retente Tranche-Nuit qui passe et tue le Mentali. Il ne reste plus que le Raichu à gauche. Ici, je suis convaincu qu'il va faire bluff car il ne voit pas de kill sur mon Drascore. J'envoie mon Liviator pour pivoter et... Honnêtement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Soit l'IA n'était pas codée comme je le pensais, ou alors j'ai mal compris un truc de l'IA. Mais le résultat est là, j'ai perdu Liviator, un Pokémon très important pour la run. Dans mon malheur, je peux quand même envoyer mon Scorpion pour tuer Raichu avec séisme, et me retrouver dans un 1v1. Milobilus et Drascore s'occupent du Archéodongue. Contre l'Octillerie, j'envoie Milobilus qui peut se soigner et le tuer tranquillement avec pouvoir lunaire. Scorpion peut venir sur le bluff du Coatox et le tuer avec séisme. Beau clutch de ma part, mais Liviator est maintenant dans la tombe, ce qui va rendre la run plus complexe. Après ce combat, je débloque beaucoup de nouvelles zones. Tout d'abord, on est récompensé par un œuf de Manafi, qui là a des idées assez particuliers je dirais. Je pense que je vais devoir le jouer physique, même si son move pool ne correspond pas trop. J'ai rien de trophée, je capture un Mélo. Route 212, c'est un Kirlia. Route 209, je décide de prendre le Spiritomb garanti, mais il se suicide avec malédiction avant que je ne puisse le capturer. C'est relou car le Poké est vraiment sympa dans Renegade. Aux ruines de Bonville, je prends un garanti Zarbi, qui sera probablement un sacrifice, je vais pas vous le cacher. En même temps, vous voulez faire quoi d'un Poké avec ses stats? Route 215, c'est un Maril sans le talent Coloforce. Mais bon, un type au fait, on ne crache pas dessus. Route 214, je capture un Rhinocorn garanti grâce à la technique du repousse, et je réitère cette technique pour avoir un trio piqueur dans la route Ruinman. Attendez, pourquoi le compteur de mort est passé à 5? En voulant faire la zone route 214, je suis tombé sur un combat alors que mon équipe était mal construite. Il y avait un Tropius, il n'avait pas de check au Poké, je lui ai envoyé Drascore, et voilà le résultat. Rien de plus à dire. L'équipe de Melina, c'est la définition de gros bourrin. Juste des types combat là pour tabasser. Je lead Magirève Orbevi qui one-shot le Charmina avec Palombe. Lucario arrive, je vois Torterra qui tank un Lumineux Canon et est sûr de résister à un deuxième grâce à la baie Citrus. J'avais juste à ne pas prendre la baisse en défense spéciale sur le premier. Je fais Piety Sol pour baisser sa vitesse et le tue avec Milobilus pour ne pas attirer une attaque random. Contre le Coatox, je pivote sur Bastiodon
pour envoyer Aquaquack sur un attaque combat. Je prie pour ne pas me faire crit sur un deck toxique et je le tue avec Psycho. Il énerve ma cogneur, je vois mon Meganium qui se fait paralyser sur point éclair. Je peux envoyer Magiref sur un attaque combat et le tuer avec pouvoir lunaire. Galam arrive mais je ne one-shot pas. Je pivote sur Bastiodon pour que Meganium vienne sur attaque combat. Et j'arrive à le toucher avec Vampi Baiser, ce qui me permet de le terminer avec Magiref. Il ne me reste plus que Simabras. Je switch sur Milobellus et là je me rends compte que je vais devoir risquer un close combat coup critique si je veux gagner. Allez Milobellus, il faut tenir. Let's go, 4ème badge en poche. Je récupère la 16 vol après avoir battu le duo de la Team Galaxy, puis je fais encore quelques zones. Un Nidorina à la rive du lac Courage, un petit art à Verchamp, et un Cradopo au marais de Verchamp, mais il suffit avant que je ne le capture. Attendez, mais pourquoi le compteur de mort a encore augmenté? Ok, je comprends mieux. Pour info, j'avais 18,8% de chance de mourir sur un coup critique, donc 1,175% de chance de mourir. Ça commence à devenir un running gag sur cette chaîne de perdre des Pokémon sur des combats totalement anecdotiques. Allez, on enchaîne. Avant de faire la reine, je dois affronter le rival qui a maintenant une équipe vraiment solide. Je lead Voltali qui one-shot avec Tonnerre le Hétoraptor. Je switch sur Maconieur pré-brûlé pour ne pas être paralysé par le plaquage du Ronflex et activer mon talent cran, puis je le tue avec balayage. Contre le Azumarill, je peux envoyer Rosérat qui résiste à ses 2 stabs et peut le tuer avec Feuille Magique boosté par le talent technicien. Azumarill tient très bien le lanceur du Simabras grâce au talent Isogresse. Il possède aussi la baie par bas afin de réduire les attaques de point éclair. Le truc, c'est qu'au tour suivant, il switch sur Chapignon, ce qui n'était pas trop prévu. Je pourrais mon Meganium pré-brûlé pour ne pas être paralysé par Forte Paume. Grâce à la protection et synthèse, je le tank très bien, puis je le tue avec pouvoir lunaire. Le Simabras revient. Je peux pivoter tranquillement sur Azumarill afin d'envoyer Voltali sur point éclair. Extrasenseur et il disparaît. Plus que Scarino qui ne peut jamais one-shot mon rack au feu alors que lui est sûr de le tuer avec lance-flamme. Le prochain combat c'est Lovis. Le combat a une légère particularité pas trop importante hein. On commence le combat directement sous la pluie. Alors je pourrais bien évidemment l'enlever, mais vous vous rappelez les règles rajoutées pour la run? Ouais, pas de météo pour le joueur. Donc là je dois passer une Team Rain, ça ne va pas être simple. Je lead Roserat qui one-shot directement le Marest avec Feuille Magique. Pour le Léviator, j'ai un plan bien précis. Je vois mon Manafi qui baisse son attaque avec Charme. Puis je suis sur Krabos qui grâce au talent de Coq-Armure me permet de le tuer sans prendre de risque. Et là le gros problème de l'équipe arrive, Ludicolo Orbe Vie Glissade. Je n'ai rien qui ne le dépasse et qui ne meurt pas d'un coup critique. Je suis donc obligé de sacrifier Krabos si je veux espérer le passer. Roserat peut arriver pour essayer de le tuer. J'ai la Vaprine au cas où il me gèle mais je n'ai rien contre un coup critique. Roserat, je compte sur toi. La menace principale est passée, mais il reste encore le Sharpedo qui peut être dérangeant. Milobellus lui résiste plutôt bien car sa défense est augmentée grâce au talent écaille spécial, mais je vais devoir passer outre des apparements. Ça passe encore. Tartare peut venir tranquillement sur le Mustaflot grâce au talent Absorbo, 2 casse-briques et un dégel plus tard, et il retourne dans sa Pokéball. Pour finir, petit miroir de Tartare. Bon, en vrai je switch sur Gardevoir qui copie son talent Absorbo grâce au talent Calque, ce qui me permet de le tuer facilement. La suite du jeu se situe à Celestia. Mais dans Renegade, il y a un combat rajouté contre Luca ou Aurore selon le genre du protagoniste. Leurs équipes sont assez similaires, mais le changement le plus important, c'est que Aurore a un lock-pain et Luca un coup de langue. C'est donc souvent plus optimal de choisir le personnage féminin afin d'affronter Luca, car lock-pain peut être vraiment difficile à passer. Je commence par le Simabras qui bluffe le Alakazam pour casser sa ceinture force. Ce dernier veut mettre KO mon starter avec Psycho. Je peux donc switch simplement sur Dimoré qui le dépasse et le tue au tour suivant. Pour gérer le Grand Bull, c'est Dardanian qui est envoyé. Poison Croix, ça meurt, et c'est aussi le cas pour le Pyroli qui arrive juste derrière. Ouais, adaptabilité c'est peut-être un peu fort. Ici, Dardanian ne meurt que de l'âme de roc du Mamochon. Meganium peut venir, le dépasser et le tuer avec Écosphère. Torterra peut venir sur le Mécanon du Pingoléon, puis le tuer au tour suivant avec Séisme. Enfin, Maconieur arrive sur le plaquage du coup de langue, qui ne peut pas me paralyser grâce à la Béprine. Un petit balayage et ça dégage. J'enchaîne directement avec Helio, et c'est un no match lors de cette première rencontre. Voltali commence directement par un double kill, puis Simabras peut venir sur le Dimoré en toute sécurité, Mac Punch tue le Dimoré et c'est un close combat pour le Magnézone. Dans Renegade, au lieu de se rendre à la ville du 6ème badge, il faut aller au parc des amis afin de combattre Darak, l'un des membres de la zone de combat. J'ai aucune idée pourquoi Adriano a rajouté ce combat, mais bon, pas le choix. Sur le chemin, je capture un Love Disc sur le chenal 220. Le Poké est bien buff dans Renegade, il obtient le type Fée et une bonne amélioration en attaque spéciale et en vitesse. Et sur la route 221, je capture un Moufleur, un type ténèbres, j'en avais plus beaucoup.
J'arrive au parc des amis et je me rends compte qu'il y a un PNJ qui n'est pas censé être là. Vous vous rappelez du début de la vidéo? Et un combat spécial a été rajouté et la première personne qui le bat gagne 50 € en bonus. Voici Top Dresser Magnetix, avec une équipe de Maboule. Oui, il y a un Suicune et un Mewtwo télécharge. Ah oui, c'est un combat duo aussi, je ne vous l'avais pas précisé. En toute honnêteté, faire ce combat avec un temps de préparation restreint, c'est du suicide. Mais à quoi bon gagner si ce n'est pas pour avoir du beau jeu? Et comme le dit un vieux dicton, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est donc avec un bout de stratégie, mais surtout beaucoup d'audace, que je me lance dans ce combat. Je lead Etoraptor et Simiabras face au Coccyclaque et au Torterra. L'objectif est de neutraliser les deux rapidement, car le Torterra peut poser les pièges de roc et Coccyclaque peut mettre le vent arrière. Simiabras fait bluff sur le Coccyclaque et Etoraptor atomise le Torterra avec Rapace. Magnetix envoie son premier légendaire. Ici, la situation est vraiment difficile car le Suicune voit un kill sur mes deux Pokémon. Je décide de switch mon Etoraptor au profit de Manaphy, pendant que Simiabras tue le Coccyclaque. S'il te plaît Suicune, tape mon Manaphy. Let's go. Altaria arrive. Manaphy fait charme sur Altaria afin de baisser son attaque pendant que lui se booste avec Danzaco. De son côté, le Suicune brûle mon Meganium avec Ébullition, ce qui est vraiment relou pour la suite. Le Altaria attaque ensuite Manaphy et ce dernier lui refait charme. Mais maintenant c'est le Suicune qui se booste avec plénitude, ce qui augmente son attaque spéciale et sa défense spéciale. Pour contrer ce boost, mon Meganium pose le mur lumière. Au tour suivant, le Altaria attaque cette fois-ci mon Meganium qui subit pas mal de dégâts. Manaphy continue de baisser l'attaque du Altaria et Suicune fait une deuxième plénitude. Meganium récupère des PV avec synthèse mais il ne pourra pas subir un double focus au tour suivant à cause des boosts de plénitude. La situation devient vraiment critique. Mais si je vous dis que je voulais exactement me retrouver dans cette situation. Meganium se reprend Rapace du Altaria, mais ce n'est pas important, car Manaphy utilise Permucure sur Suicune, ce qui inverse son changement de stat. C'est donc mon Manaphy qui a les boosts de plénitude maintenant. Suicune a donc plus les dégâts pour tuer Meganium, qui décide de faire un écosphère coup critique sur Suicune. Le combat commence à tourner en ma faveur. Magnetix envoie son Flagados. Je switch Meganium pour Bastiodon, pour tanker l'attaque du Altaria. Malheureusement avec Manaphy je tape dans l'abri du Flagados, ce qui me fait perdre un tour. Altaria décide enfin de refaire Danzaco pour pallier à la baisse d'attaque, mais c'est trop tard. Manaphy peut faire nœud d'herbe sur le Flagados et Bastiodon peut tuer le Altaria avec tête de fer. Magnetix envoie son dernier Pokémon, Mewtwo avec télécharge. Avec pression du coup? Alors j'ai appris plus tard que c'était un bug et vu que j'étais le premier à faire le combat, personne n'en s'est rendu compte avant. Pour une fois que je peux profiter d'un bug, je ne dis pas non. Et même s'il n'a pas télécharge, le Poké reste une menace. Heureusement, grâce au boost en défense spéciale, Manaphy ne meurt jamais du Mewtwo. J'envoie Moufleur à la place de Bastiodon qui va recevoir soit Aura Sphère soit Telluriforce, sachant qu'il n'y a que Telluriforce qui le tue. Tu dois gagner un 50-50 si tu veux survivre Moufleur. Dommage, mais merci pour le sacrifice en tout cas. De son côté, Manaphy peut faire quelques premiers dégâts au Mewtwo. Pour remplacer le défunt, je vois Simiabras qui veut bluffer le Mewtwo, ce qui permet à Manaphy de finir le Flagados. C'est un 2v1 maintenant, mais le Mewtwo est plus rapide que tout le reste de mon équipe. En voulant conserver Simiabras, je décide de switch sur Etoraptor en espérant prendre un Telluriforce, mais c'est un Psycho qui lui le fait tomber à terre. Manaphy refait Bulldo, mais ce n'est toujours pas suffisant pour abattre le légendaire. Simiabras peut revenir et refaire Bluff, qui est prioritaire et m'offre la victoire contre Magnetix. Ce qui me permet d'obtenir les 50 € de cash prize en ayant seulement perdu 2 Pokémon. C'est vraiment excellent. En finissant le combat, je me rends compte qu'il me reste 10 minutes à mon compteur de la journée, et de base j'étais venu affronter Darak. C'est donc après 10 minutes de préparation que je me lance dans le dernier combat de ce jour 2, malgré le fait que l'équipe de Darak est assez imposante. Magirev Ceinture Pro élimine directement le Galam. Contre le Pingoléon, je pivote sur Aquaquack, puis j'envoie Milobellus qui s'en occupe grâce à Soin et Voile Miroir. Le problème principal arrive, le Alakazam. J'ai un gros manque de type ténèbres dans mon équipe, donc je n'ai pas trop le choix que d'envoyer Metalos et ne pas prendre un coup critique sur Exploforce. Ok, c'est géré. Pour le Entei, Milobellus vient sur Feu Sacré afin d'envoyer Tartare sur Lame de Roc. Grâce à son double chip, Tartare ne craque quasiment rien du Entei qui retourne dans sa Pokéball après 2 cascades. Aquaquack vient sur le Etoraptor qui ne meurt que d'un rimpasse coup critique, mais il n'en fait pas. Je peux ensuite pivoter sur Bastiodon pour attirer attaque combat sur le switch Magirev qui le dépasse et le tue avec Rayon Gemme. Plus que le Metalos qui meurt de ballon. Fin de cette deuxième journée. À ce moment-là, j'étais vraiment content de ma deuxième journée, car je n'ai pas eu trop de malchance dans des moments importants. Concernant mes concurrents, Mémoré a perdu contre Lovis, mais Spatio de son côté a conservé son avance en terminant sa journée après avoir fait l'île de fer.
je n'ai pas pu le rattraper à cause du temps que la préparation et le combat contre Magnetix m'a pris. La troisième personne, William, venait de battre Maylin. À ce moment de la race, la victoire se jouait donc entre Spatio et moi, à moins que nous perdions. Mais si je veux gagner, je ne dois pas relâcher le rythme. Entre les deux jours, j'ai pu préparer tous les combats jusqu'à Charles. Pour commencer, le rival sur le pont de Joliberge. Le combat se passe à peu près comme la dernière fois. Voltali one-shot le Touraptor, Maconior balaye le Ronflex, Roserad s'occupe du Azumarill, Love10 tient forcément un coup critique de Simabraz et peut le mettre KO avec Surf, Meganium ne craint rien du Champignon car il peut se soigner avec Vampi Baiser, enfin Magirev vient sur éboulement et annule le Scarino. Direction l'île de Fer où je dois affronter Armand, qui est un combat rajouté dans Renegade. Son équipe fait plutôt peur sur le papier, mais avec une bonne préparation, le combat est assez simple. Magirev one-shot directement le Absol, ce qui attire Metalos. J'envoie Dracofeu ceinture pro sur Point Météor, et c'est un carnage. Lance-flamme sur le Metalos, Dracochoc sur le Dratak, et lance-flamme sur Lucario. Tartare peut venir sur le Ursaring grâce à la baisse d'Alice, puis le tuer avec Close Combat. Pour finir, Torterra gère tranquillement le Monafluid avec Synthèse et Séisme. Après avoir fait l'île de Fer, je pars affronter Charles, qui est devant le champion le plus facile. Dracofeu Lunachua s'occupe du Archaeodonk et du Stylix avec Lance-Flamme. Le Galaking est un peu embêtant avec la ceinture force. Je pivote sur Bastiodon pour prendre le Fracassette afin d'envoyer Simabra sur Balayage. Bluff pour casser la ceinture force, puis je peux dérouler. Close combat, lance-flamme, close combat et encore close combat. Tiens Charles, je te décerne officiellement le titre de champion d'arène le plus gaze de tout Sinnoh, parce que là c'est vraiment grave ton level quand même. A ce moment, je voulais faire toutes les zones que je n'avais pas faites. Route 213, je capture un Tentacool en surfant. À Vestigion, je pêche afin d'obtenir un mini Draco garanti. À Joliberge, je capture un Sankoki. À l'île de Fer, je tombe sur un Misdibule. Route 210, c'est un Tilton. À Celestia, je pêche pour un Relicante. À la Forge Fuego, j'utilise la technique du repousse pour maximiser les chances d'avoir un Magnéton ou un Fortress, mais je tombe sur le dernier Pokémon possible qui est un Elix Sprint moins stylé. Pour finir, je décide d'enfin faire la zone de l'entrée de Cherbourg que j'avais laissé de côté car je voulais garantir un Lucario en capturant tous les autres Pokémon disponibles. Malheureusement, je n'ai pas réussi à avoir un Ocerapti. Et du coup, je tombe sur lui dans la zone. Et donc pas de Lucario pour moi. Après avoir bien rempli le PC, je me dirige au lac Courage pour affronter Saturne. Il lead avec Alakazam qui se fait dépasser et one-shot par Dimoré. Nostanfer s'occupe du Quatox avec Vol. Le Archaeodonk arrive et c'est le problème principal de l'équipe, car elle tient l'objet Poudre Claire, qui fait que j'ai 10% de chance de louper mon attaque, et il a l'attaque Explosion. Le plan de jeu c'est d'envoyer Misdibule pour l'intimider, et d'envoyer Tritosaur en espérant ne pas se faire crit sur un potentiel Explosion, et au pire ce n'est pas très grave s'il meurt. Après plusieurs tours et des switches à cause des baisses de défense spéciale, le Archaeodonk meurt sans exploser. Roserad vient sur le Octillery et le tue avec Feuille Magique, et fait de même avec le Rhinophéros. Ensuite c'est Mars au lac Vérité, et le combat est un peu plus compliqué. Elix Sprint gère bien le Nostanfer Poudre Claire grâce à Onde de Choc qui est garantie de toucher l'adversaire. Mars envoie Kangourex. Je pivote sur Misdibule pour l'intimider afin que Torterra le tank facilement, mais Elia décide de switch sur Rien Méga ce qui n'était pas trop prévu. Bastiodon peut quand même venir et le tuer avec éboulement. Le Kangourex revient et c'est à nouveau un pivot sur Misdibule, puis je renvoie Torterra qui cette fois-ci le tue. Sur le Chaffreux, c'est un combo de l'intimidation de Misdibule et de Bastiodon. Et pour finir, le Archaeodonk est un peu tricky. Je commets une erreur en envoyant Aquaquack sur représailles qui aurait pu mourir sur un coup critique. Finalement, je vois Torterra qui ne risque pas grand chose, mais il ne lui fait pas trop de dégâts en retour. Quand il est assez bas en vie, Melobulus peut venir et le finir avec Surf. Les commandes en Galaxie c'est fini, direction Frimapic. Sur la route, je capture un Stalgamin route 217, et à la rive du lac Savoir, je tombe sur un cas d'oiseau qui a été boosté dans Renegade. Et là, petit problème. Le Poké ne veut pas rentrer dans la Pokéball, et il fait des énormes dégâts avec Vent Violent et Blizzard qui arrachent bien les barres de vie de ma team. J'envoie mon Dracofeu qui se prend un Vent Violent coup critique qui le laisse à 5 PV après les dégâts de la grêle. Comment dire, là je n'ai plus de switch. Donc soit je lance une Pokéball mais si je loupe la capture je perds Dracofeu, soit je prends la fuite. Je vais prendre la deuxième option, je ne vais pas risquer un Poké pour un cas d'oiseau. Allez, je me casse. Laissez-moi vérifier un truc. Ok, pour que le Catozo me dépasse, et donc que je ne puisse pas fuir, il fallait qu'il ait au minimum une nature plus vitesse avec 20 IV en vitesse. J'adore ce jeu. Après cet accident, il y a quelques combats difficiles qui arrivent, donc je décide de couper le stream afin de les préparer pour être le plus efficace possible dans les 4 heures qui me sont données. A ce moment-là, il me reste encore 2h40 de jeu pour la journée. Je reviens après 4 heures de pause avec un plan pour les 2 prochains combats. Le premier, c'est contre le combat duo pour aller dans le temple Frimapic. Le combat peut être assez technique,
Il y a juste eu un petit problème pendant le combat, mon écran du haut n'a pas été record. Je ne vais pas vous le cacher, commenter un combat uniquement avec l'écran du bas, c'est un peu compliqué, et tout ce que je me rappelle c'est que Akokok est mort parce que j'ai perdu 2,50-50. Bon voilà, c'est pas non plus la plus grosse perte de l'histoire, car il avait le talent moteur. Ensuite, dans le temple Frimapic, je rencontre un Liputu qui se suicide avec Requiem. Ah, les captures en ce moment, ça se passe super bien. Bon, direction Gladys, qui est l'un des combats les plus difficiles du jeu. Le problème principal, c'est la grêle permanente que l'on ne peut pas enlever pour rappel. Cela donne au Givralais une bonne chance d'esquiver avec cri de neige et l'objet poudre claire. J'ai 72% de chance de réussir une attaque, et en plus il a la capacité reflet qui augmente son esquive. Et bien évidemment, je n'ai pas parlé des spams blizzard à 100% de précision qui peuvent geler. Ah, et oui, c'est aussi un des combats qui est devenu un combat double. L'un des Pokémon les plus forts pour ce combat, c'est Typhlosion. Sauf que j'ai pris Germignon, car mon Hérécentre pue ses grands morts pour rappel. La seule idée que j'ai trouvée, c'est Altaria Ciel Gris qui annule les effets de la météo quand il est sur le terrain. Mais bon, faut être honnête, la stratégie est un peu bancale quand un type dragon fée doit rester sur le terrain face à une monoglace. Même avec de la préparation, je ne suis pas sûr de gagner ce combat. Je lis Simiabras et Tartare face au Dimoré et au Bizarrois. Simiabras fait bluff pour apeurer le Dimoré et casser sa ceinture force. Et Bizarrois meurt d'un balayage. Ici, Lia peut envoyer soit Kémorse, soit Momartic. Je voulais que Momartic vienne, mais c'est le Kémorse qui arrive, ce qui complique la situation. Je switch sur Motisma qui résiste à Aéropic et à Surf, pendant que le Tartare tue le Dimoré. Momartic rentre sur le terrain. Je fais un tour assez passif en switchant mon Motisma pour Dimoré et en abritant mon Tartare. Mon Dimoré dépasse le Momartic, ce qui me permet de le one-shot avec feinte. Et Tartare commence les premiers dégâts sur Kémorse, mais il prend l'attaque bâillement. La menace principale est envoyée par Gladys. Ici, je pense que je commets une erreur. Je switch mon Dimoré pour Altaria afin d'enlever les effets de la grêle, mais le Givralais fait reflet. Par miracle, Tartare touche le Givralais avec Close Combat. Si j'avais loupé, ça aurait été très compliqué car mon Tartare s'endort à la fin de ce tour. Mamochon arrive et je me repositionne en envoyant Motisma et en m'abritant. Tour suivant, Boabam arrive à la place de Altaria et Motisma résiste à une lame de roc et se venge en faisant feu follet qu'il ne peut pas louper grâce à l'anti-zoom, mais il périt du blizzard du Keymorse. Je renvoie Tartare qui en théorie ne craint pas grand chose car il est immunisé aux attaques haut grâce à son talent. Mégaphone de Boabam fait des bons dégâts mais il se prend un blizzard et un avalanche qui ne peut pas tenir avec ses PV. Dimoré peut revenir et tuer le Mamochon. Le truc c'est que Tartare ne veut pas se réveiller. Le Keymorse entend donc mon Dimoré et la situation devient compliquée. Je suis obligé de switch sur Altaria mais mon Dimoré ne se réveille pas. Je me retrouve obligé à devoir envoyer mon Tartare en espérant ne pas prendre un blizzard et heureusement c'est bâillement. Altaria peut donc le tuer au tour suivant. Le combat était vraiment tendu, ça aurait vraiment pu mal se passer, mais 7ème badge en poche. Et maintenant, direction Walrock pour s'occuper de la Team Galaxy. Contre Elio, c'est encore un no-match lors de cette deuxième rencontre. Voltali tue le Nostanfer et le Corboss, et Simiabras tue le Dimoré, le Manizone et le Demolos. J'enchaîne assez rapidement avec Saturne. Simiabras s'occupe du Archaeodon avec Lance-Flamme, Meganium vient sur Hydrocanon et tue le Octillery avec Ecosphère, je vois mon Nostanfer sur Quatox et je fais vol en n'ayant pas vu qu'il y avait une ceinture force. Puis il me coupe critique avec Point Glace. C'est totalement ma faute, je n'avais pas vu qu'il avait la ceinture force. C'est ce qui s'appelle se faire punir je suppose. Bluff de Simiabras peut quand même le terminer. Dimoré vient sur Psycho et one-shot à la Kazam. Enfin, Milobellus résiste très bien au Maganon qui meurt de surf, tout comme le Rina stock derrière. Prochaine destination, le Mont Couronné. Dans ce jeu, le combat multi contre Mars et Jupiter est réputé pour être très difficile car c'est un 12 versus 12. Il y a tellement de scénarios que c'est impossible de tout prédire. On est obligé de s'adapter. Je prends donc des Pokémon qui me semblent forts comme Voltali ou Milobellus, mais aussi des Pokémon que je peux sacrifier comme Charmina ou Grolem. Je lead Voltali qui fait onde de choc sur le Nostanfer car elle tient la poudre claire, pendant que l'Electoraptor de Barry tue l'autre Nostanfer avec Rapace, mais il meurt des dégâts de recul. C'est Archaeodon et Ronflex qui rentrent sur le terrain. J'envoie Misdibule qui ne craint pas grand chose et peut intimider les deux. Le Nostanfer adverse meurt du recul de Rapace, ce qui laisse la place à Boule de Nœud. J'envoie Meganium qui ne craint rien, mais leur Archaeodon place les pièges de roc et ça, c'est un problème pour la suite du combat. Je renvoie Misdibule pour intimider, puis je décide de passer à l'offensive en envoyant Charmina. Pivoldish sur le Boule de Nœud fait des bons dégâts, mais je prends cher à cause de Giga Sensu et Psycho de Boule. Je décide de faire abri, mais comme par hasard, aucun des deux ne décide de m'attaquer. Je fais donc soin et le Ronflex fait enfin un truc utile en tuant le Boule de Nœud. Je switch pour Golem qui se prend un griffon coup critique du Ténéfix. Je fais Boulement qui fait des dégâts pas ouf, donc au tour suivant je fais séisme pour faire plus de dégâts quitte à toucher mon allié, sauf que Jupiter switch pour Archaeodon qui est immunisé à séisme. Donc là je mets juste une énorme bastos au Ronflex. Je suis vraiment le pire teammate. Après pour ma défense, il avait un peu mérité le Ronflex, il branlait rien sur le terrain.
Tour suivant, je switch sur Voltali et Ronflex tue enfin le Archéodong, qui laisse place à Elekable. Voltali fait abri en espérant que Elekable me focus et bingo. J'envoie ensuite Meganium, mais le Elekable met un énorme coup de croix dans le Ronflex qui survit à quelques PV. Là, je sais que les deux vont vouloir tuer le Ronflex. Je peux donc faire pouvoir lunaire gratuitement sur le Elekable qui résiste lui aussi à quelques PV. Barry envoie son Steam Abrase qui va accélérer le combat parce que le Ronflex était super passif. Je décide de rester en espérant que Barry finisse le Elekable, mais elle décide de tuer le Archéodong. Meganium doit donc esquiver un point de feu coup critique. Yanmega et Tritosaur rentrent sur le terrain. Ici, je suis menacé par le Yanmega, mais je sais que le Steam-Abrase est plus rapide et voit un kill sur ce dernier. En sachant ça, je peux rester et tuer le Tritosaur. Bon, il y avait juste un problème dans ce plan, c'est-à-dire que le Steam-Abrase pouvait faire lame de roc et louper, mais il a réussi, pas de problème. Les deux Pokémon mascottes des admins sont envoyés. Je switch pour Misdigul pour l'intimidation. Au tour suivant, Steam-Abrase extermine le Chaffreux, mais son pote le venge avec des tricanons. Mars envoie son dernier Pokémon, Kangourex. Je switch sur Milobellus en espérant me prendre le bluff du Kangourex, mais il part sur le Scarino qui se prend en plus une câlinerie. Je renvoie Misdibule pour encore intimider, mais ce n'est pas suffisant pour que le Scarino survive au plaquage. Barry envoie son Chapignon qui se fait vaporiser par un plaquage crit plus des tricanons. Il se retrouve donc à envoyer son dernier Pokémon, Azumarill. Kangourex attaque mon Misdibule qui tient le coup, et par chance le Moufleur loupe son tricanon, ce qui nous permet de tuer le Kangourex avec un enchaînement de tête de fer et de câlinerie. Ce n'est plus qu'un 2v1, c'est assez tranquille. Azumarill termine le Moufleur qui est remplacé par le Ténéfix, qui meurt lui aussi de câlinerie. 12v12 Deathless. Je retourne changer mon équipe, puis je rentre dans le monde Distorsion. Dans Renegade, le troisième combat contre Helio est un peu plus technique. On doit affronter Dialga et Palkia en combat double, puis on doit enchaîner avec Helio en étant juste soigné entre les combats. Il faut donc bien préparer les deux combats à la suite. Contre le duo Palkia et Dialga, j'ai un plan de jeu assez simple. De ce que j'ai compris, l'IA du Dialga agit de manière aléatoire, il faut donc le tuer en premier. Steam-Abrase attire l'attaque haut du Palkia, mais je suis équipé de la ceinture force, ce qui me permet de tuer le Dialga en toute sécurité avec un combo de close combat et pouvoir lunaire. Un autre pouvoir lunaire et close combat et le Palkia tombe. Contre Helio, je commence avec Steam-Abrase. Je vois Bastiodon qui tient comme un chef le rabasse banc de choix du Nostanfer. Grâce au reste, je peux le tuer tranquillement, mais je me rends compte que je ne suis pas très bien en fait. Helio envoie son Liviator, mais il ne va pas de kill avec Hydroqueux. Il peut donc faire Danzraco. Heureusement, il fait Hydroqueux sur le switch Jarby, qui était juste là pour un switch gratuit sur Voltali, qui lui le tue avec Tonnerre et fait pareil contre le Corboss. Helio envoie son Dimoray, qui ne fait pas grand chose à mon Steam-Abrase. Bluff pour casser la ceinture force, et Mac Punch pour le terminer. Magnézone rentre sur le terrain. Il me menace avec Tonnerre. Je peux donc envoyer Voltali qui est immunisé grâce à son talent Volt Absorb. Je fais quelques dégâts avec Extra Tenseur, puis je renvoie Steam-Abrase qui maintenant est sûr de le tuer avec Close Combat. Demolos arrive et là il se passe un truc assez bizarre. D'après le calculateur de dégâts, mon Steam-Abrase meurt de Bomber du Demolos. Je me dis donc que je peux pivoter tranquillement sur Bastiodon, mais il fait machination. Sur le moment, je ne comprends pas du tout. J'apprendrai plus tard qu'en 4ème génération, Lian ne considère pas le boost de l'Orbevic quand il a l'objet, ce qui fait que le Demolos ne voyait plus le kill. A cause de ça, je me retrouve dans une situation assez complexe, car mon Love Disc meurt d'un coup critique. Je décide d'envoyer mon Tartare et il remet une machination. Pour moi, c'est la fin de Tartare. Je le laisse donc faire un dernier abri. Mais c'était une erreur, car le Demolos passe une 3ème machination. Au revoir Tartare, tu m'auras sauvé le cul plus d'une fois. Steam-Abrase peut revenir et le terminer avec le combo Bluff plus Mac Punch. Ce combat m'a laissé un goût assez amer, mais je ne dois pas me relâcher car il me reste peu de temps avant la fin de la journée. Juste après, il y a le combat contre Giratina que j'avais un peu oublié. Mais tout était sous contrôle, hein, il n'y avait aucun risque. Au chemin source, je capture un Eoko, et route 222 c'est un Mustéflotte qui tombe. Ensuite, direction Rivamar et la dernière arène du jeu qui est aussi passée en combat double. Sur le papier, le combat ne me fait pas super peur, donc j'y suis allé un peu sans trop me préparer, en pensant que je vais gagner assez facilement, mais ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Je lis Grolem et Karchakroc Mouchoir Choix. Le Grolem est là pour attirer une d'herbe du Voltali. Je peux donc switch sur Togekiss qui est immunisé au séisme de Karchakroc. Le Raichu meurt et le Voltali survit grâce à la ceinture force. C'est soit Luxray, soit Motisma Machine à laver qui va être envoyé. Je préfère Motisma, mais forcément c'est Luxray qui tombe. Il est banc de choix et idéalement je voudrais qu'il se bloque sur Éclairfou, mais il se bloque sur Crogif sur le Azumarill qui est rentré à la place de Karcha. Et mon Grolem va remplacer Togekiss qui est immunisé à Tonnerre. Azumarill fait Aqua Jet pour tuer le Voltali, et Grolem prend un Crogif qui le met KO à cause d'un coup critique. La situation devient vraiment complexe. Je vois mon Karchakroc et je commets une erreur débile. J'oublie la réduction de dégâts des attaques de zone en combat double.
donc Séisme ne tue pas Luxray, qui lui me met KO avec Crogivre. Et là, c'est vraiment la galère. Je vois Meganium pour tuer Luxray pendant que Torterra remplace Azumarill pour encaisser le tonnerre. Et là, Tanguy envoie son Motisme à four. Je regarde mes Pokémon en vie et... meurt de surchauffe, meurt de surchauffe, meurt de tonnerre et meurt de tonnerre. C'est l'heure de se tirer. Mon plan de jeu, c'est de forcer le Motisme à four à faire des surchauffes afin qu'il baisse son attaque spéciale. Le gros problème, c'est qu'il a une herbe blanche. Il va donc falloir qu'il en utilise 2. J'envoie Azumarill à la place de Meganium et Torterra s'abrite, et bingo, Motisma tape surchauffe sur Azumarill. Plus qu'à le refaire une fois. Je switch mon Azumarill pour Meganium pour tanker les potentiels tonnerres et j'essaie de faire double abri avec Torterra qui réussit. Et là, tour totalement lunaire. Je switch encore mon Azumarill mais le Motisma fait surchauffe qui miss et Torterra fait canon graine sur le Motisma haut qui tue alors que c'était même pas garanti. Tanguy voit son dernier Pokémon et les câbles. Et les trucs improbables continuent. J'arrive à m'abriter avec Azumarill, ce qui me permet d'absorber les 2 attaques, et Torterra met un séisme coup critique qui tue le câble. Torterra tuait ce GOAT. Mais malheureusement, au tour suivant, je perds le 50-50 et Torterra meurt de surchauffe. Merci pour les travaux. Grâce à la baisse en attaque spéciale, je peux envoyer Togekiss qui ne meurt plus de tonnerre et peut se soigner avec Ecoque. Après plusieurs pouvoirs lunaires et bulle d'eau, le Motisma tombe KO, ce qui termine ce combat où j'étais à 2 doigts de wipe. C'est aussi la fin de la journée. Et niveau classement, je viens juste de passer en première position, car Spatio n'a pas pu jouer ses 4 heures, mais il se trouve quand même à Rivamar, donc rien n'est joué. Le lendemain, je commence le stream assez tôt afin de prendre un maximum d'avance. Sur le chemin pour la ligue, je capture un Starry à Rivamar, un Remoraid route 223 et un Magnéton à la route Victoire. Dans Renegade, avant d'aller à la ligue, on doit se rendre au bout de la route 224. Pour y aller, je dois affronter Viviane, qui est une équipe basée sur des Pokémon rapides. Mais avec la différence de niveau, le combat est assez trivial. Au bout de la route 224, il y a le dernier combat contre Lucas. L'équipe n'a pas changé la dernière fois, donc ça va être assez classique. Dimoré one-shot le Alakazam, ce qui amène le Granbull. Je peux envoyer Dardanur Bande au choix qui peut faire un double kill avec Poison Croix. Je PO sur Ryoko afin d'envoyer Macogner sur Lame de Roc, et je n'ai plus qu'à faire Close Combat qui tue les 3 derniers Pokémon. Je peux enfin me rendre à la ligue où je capture un Béquipant, puis je peux affronter Barry. Je lead Macogner afin que le Etoraptor se bloque sur Rapace à cause du bandeau choix, pendant que je switch sur Bastiodon qui le tient très bien. Il envoie ensuite son Chapignon, qui fait un forte paume coup critique paralysé sur Meganium. Heureusement j'avais une déprime, ce qui me permet de le dépasser et le tuer avec Vampibaiser, qui me remet presque full vie. Azumarill tient très bien les coups du Simabraz et le met KO avec Surf. Contre le Scarino, je prends un risque en envoyant Love Disc qui peut mourir d'un Lame de Roc coup critique, mais il le tient comme un chef et se venge avec un pouvoir lunaire. Macogner peut venir et balayer le Ronflex, et enfin, Roserad s'occupe du Azumarill avec Feuille Magique. A ce moment-là de la journée, je suis largement en tête. Le truc c'est qu'il me reste de loin la partie du jeu qui me fait le plus peur. Les champions en combat double, le 12v12, ou encore le combat contre Manatix. Ce n'est rien comparé à la difficulté de la ligue dans ce jeu. Chaque dresseur ne possède pas une équipe mais 4 équipes potentielles, et celle qu'on doit affronter est aléatoire. Mon équipe doit donc en théorie être capable de passer 20 équipes différentes. La seule bonne nouvelle, c'est dès que je rentre dans la ligue, la limite de temps se termine. Je peux donc terminer la race aujourd'hui. Après quelques heures de pause et de préparation, je me suis constitué une équipe qui me semble pouvoir battre la ligue. Simabraz, qui a une bonne vitesse et un très bon move pool, Milobellus, très bon défensivement et a accès à soins, Metalos, qui même avec une nature timide est essentiel pour faire face au type Psy de Lucio. Dracolos avec son double type est très utile et il ne faut pas oublier l'accès à vitesse extrême et atterrissage. Magirev, un choix presque obligatoire avec 4 immunités et une excellente attaque spéciale. Et pour finir, Altaria avec son talent Ciel Gris me permet d'avoir un bon match-up face au soleil posé par Adrien. Le premier dresseur c'est Aaron qui utilise principalement des Pokémon de type insecte. Aucune des équipes me fait vraiment peur à part l'équipe 3. Je m'engage donc dans ce combat sans réelle peur, mais forcément, rien n'est jamais simple. Le lead Mascadra me pose directement problème car mon Simabraz ne peut pas le tuer. Je me retrouve obligé à envoyer mon Milobellus en espérant ne pas me prendre de confusion à cause de vent violent. J'arrive à le mettre bas en poids de vie après plusieurs tours et là il switch sur Papinox. J'envoie Metalos en priant pour voir Bomberk mais il pose un mur lumière. Je switch sur Simabraz et je dois cliquer point de feu qui a une chance sur lui de ne pas tuer. Ça tue, mais ce n'était que le début des galères. Je peux enchaîner avec le Mascadra, puis il envoie son Charmillon Ceinture Force. Je suis obligé de switch et j'envoie mon Métalos sur Vent Violent qui prend une bonne dose.
Ici, je commets une erreur qui va avoir des répercussions plus tard. Je renvoie Simabras qui doit esquiver un coup critique, puis je fais bluff pour casser la sache. Je pivote sur Milobulus pour envoyer Magirev qui ne meurt jamais d'un crit écosphère. Riangem le tue et Aaron voit son Sisyphos. Après un pivot sur Metalos, je peux envoyer Simabras qui le tue avec Lance-Flamme. Le Pokémon le plus problématique arrive, Drascor. C'est là que les répercussions de mon erreur apparaissent. L'objectif était que mon Simabras ne meure que de séisme pour que mon Dracolos arrive en toute sécurité, car à cause de la lentiscope et du talent sniper, le Drascor a une chance sur 4 de faire un coup critique, donc 3 fois les dégâts de base avec ses stabs. Sauf que là, les dégâts que j'ai pris de Charmillon m'ont mis en range de Poison Croix. Si je me prends un seul coup critique de Poison Croix sur Dracolos, j'ai automatiquement perdu. Je n'ai plus qu'à croiser les doigts. Dracolos arrive et il fait Poison Croix. Je n'ai pas pris de crit, mais je dois en risquer un deuxième. Let's go! Grâce aux dégâts de séisme, je peux le tuer avec vitesse extrême. Et là, il switch sur Scarino. Le gros problème, c'est que l'orbe toxique s'est activé, donc maintenant Cran est actif. Je switch sur Milobulus, qui est mon dernier espoir. Je suis plus rapide, ce qui me permet de le mettre KO avec pouvoir lunaire. Le Dracolos revient, mais je peux envoyer Metalos, qui est immunisé à Poison Croix, et peut le finir avec piste au point pour enfin gagner ce combat. J'ai vraiment cru que j'allais perdre. Il faut vraiment que je me reconcentre. Le prochain combat c'est contre Terry, et le combat devrait être moins risqué. Je préfère voir une équipe Tyrannosif qu'une équipe Hippodocus, et je pioche la bonne. Il faut juste que je détermine laquelle c'est. J'allie Simabras pour forcer le Tyrannosif à faire séisme sur le switch Magirev, qui a le talent lévitation. Vu qu'il est mouchoir choix, il est bloqué sur l'attaque. Je peux donc le tuer avec pouvoir lunaire tranquillement. Sachant que c'est Trio Picker et pas Mamochon qui arrive, j'en conclus que c'est l'équipe 3. Mon Magirev étant timide, je dépasse le Trio Picker de seulement 1 point, ce qui me permet de directement le renvoyer dans sa Pokéball. Je switch ensuite sur Simabras qui résiste à l'attaque de Mamochon et le met KO avec Noderbe boosté par les lunettes choix. J'enchaîne directement avec le kill sur le Lagron. Contre le Kaorin, je pivote sur Dracolos afin de ne pas me prendre séisme lorsque Metalos rentre sur le terrain. J'utilise Vol Magnétique qui me donne une immunité au type sol pendant 5 tours. Le Kaorin ne peut quasiment plus me faire de dégâts. Je le tue à petit feu et je fais exprès que mon vol magnétique se termine le tour où je le tue. Cela me permet d'attirer le séisme de Rhinastock sur le switch Magirev, et vu qu'il est bande au choix, il est bloqué sur l'attaque. Plus qu'à faire écosphère. Adrien a 4 équipes basées sur le soleil, dont 3 qui posent le soleil permanent dès le premier Pokémon. Je tombe sur la 3ème équipe qui n'a pas de moyen de poser le soleil permanent. C'est bien en théorie, mais le lock-pain avec la ceinture force va être compliqué à passer. Simabras met KO le Galopa avec le combo bluff plus séisme. Adrien envoie son gros drive. Je switch sur Magirev qui peut mourir d'un coup critique, mais il loupe mon vent violent. Cela me met extrêmement bien. Balombre le one shot, puis le Steelix arrive. Je switch sur Simabras pour faire des chips avec bluff. Mon seul check c'est Milobulus qui doit toucher une range pour le tuer avec surf. Milobulus, t'es juste trop fort. Adrien envoie son propre Simabras. Je switch sur Dracolos qui se fait empoisonner par des tricanons. Grâce au mouchoir choix, je le dépasse et le mets KO avec vol. À cause du poison, mon Dracolos meurt de Pivoltige du Lockpain. Si je prends un Pivoltige coup critique sur mon switch sur Metalos, la suite va être très dure. Je tente de faire abri en espérant voir un Pivoltige et bingo. Grâce à la mécanique de Pivoltige, le Lockpain perd des PV ce qui désactive sa ceinture force. Mais la situation reste complexe. Si je prends un coup critique au tour suivant, c'est quasiment perdu. Je vois mon Magirev car c'est le seul membre de mon équipe qui a des faibles chances de survivre à un Pivoltige coup critique. Et là, miracle, il loupe son attaque. Je peux le tuer avec pouvoir lunaire, ce qui amène son dernier Pokémon, Maganon. En 4ème génération, l'IA de Lance-Soleil est assez particulière car l'attaque peut être utilisée même si ce n'est pas les meilleurs dégâts que le Pokémon peut infliger. Et c'est le cas ici. Cependant, je commets une erreur complètement débile car j'ai oublié le tour de charge de Lance-Soleil. Je fais abri alors que j'aurais pu commencer à faire des dégâts. Heureusement, cela ne me coûte rien car le Bagalon loupe une déflagration et mon Altaria peut le tuer avec 2 séismes pour terminer ce combat. Plus qu'un seul membre. Les équipes de Lucio sont assez différentes. Il y en a 3 kits avec un Pokémon qui pose les murs, et chacune d'entre elles a des Pokémon difficiles à passer. Pour le coup, je n'ai pas vraiment de team précise que je voulais voir ou ne pas voir. Je tombe sur l'équipe 2. Mon Métallo gère très bien le Mentali, mais le temps qu'il le tue, le Mentali a pu poser les 2 murs. Avec l'arrivée de Galam, je dois pivoter et faire abri sur différents Pokémon afin de faire passer les murs. Sur le dernier tour de Mur Lumière, je vois Magirev qui est immunisé à Close Combat, et qui peut le tuer avec pouvoir lunaire Lunette Choix. Contre le Girafarig, mon Magirev attire en très grande majorité Balombre, mais il y a une chance qu'il fasse Psycho. Je pivote donc sur Altaria qui encaisse le coup et qui lui attire Psycho,
que Metalos résiste et qui attire bas l'ombre, ce qui me permet d'envoyer mon Simabras pour faire demi-tour et lui faire des bons dégâts. J'envoie Metalos sur le Psycho pour que Dracolos arrive sur bas l'ombre en toute sécurité et puisse le tuer avec vitesse extrême, ce qui attire le Charmina avec point glace. C'est exactement la position dans laquelle je voulais me trouver. Comme ce dernier est mouchoir choix, je peux tout simplement envoyer Milobellus qui ne prend aucun dégât et qui peut se soigner. Bien évidemment, je risque le gel, mais j'ai d'autres Pokémon dans l'équipe qui peuvent tenir ces points glace. L'objectif c'est de PP Waste le Charmina pour ensuite envoyer Magirève et terminer le travail. Mais pour aucune raison, je décide d'envoyer Charmina sur Lutte qui fait beaucoup trop de dégâts alors que j'aurais juste dû attendre le moment où il allait se suicider du recul. Par chance, j'esquive les 2 coups critiques ce qui me permet de finir le Charmina, puis d'enchaîner le Staros et le Noix de Coco grâce à Balombre Lunette Choix. Plus qu'un seul combat pour remporter cette race, mais ce n'est pas face à n'importe qui. Les équipes de Cynthia sont encore une fois assez différentes, mais aucune ne me fait vraiment peur. Surtout avec une équipe de 6 Pokémon. Car vu que c'est le dernier combat du jeu, je peux sacrifier certains Pokémon de mon équipe afin de m'assurer la victoire. Je lead Altaria face au Spiritomb de Cynthia. C'est donc l'équipe 1, l'équipe classique de Cynthia. Altaria gagne son 1v1 facilement avec 2 pouvoirs lunaires en prenant que l'attaque Feu Follet. Cynthia envoie ensuite son Togekiss. Je switch sur mon Metalos qui tient tranquillement le pouvoir lunaire. Le Togekiss me dépasse et me fait cage éclair. Il faut juste que j'arrive à passer outre la paralysie au moins une fois. Tête de fer ne fait pas le KO, mais ce n'est pas grave car j'ai de quoi le tuer avec le reste de l'équipe. Mais mon Metalos arrive à passer encore une fois outre la paralysie pour le terminer. Ce qui amène le Pokémon symbolique de Cynthia, Garchakroc. Je n'ai rien contre lui qui me garantit une victoire. Encore une fois, je dois prendre des risques. Pour commencer, je sacrifie mon Metalos pour amener mon Magirève en toute sécurité. Je meurs que de lame de roc coup critique, il faut donc prier. Parfait, il fait danse lame. Il se prend un énorme pouvoir lunaire qui le one-shot. Lucario arrive pour faire point météore, mais Simabras encaisse l'attaque puis le dépasse grâce au mouchoir choix. Milobellus fait son entrée, et pour le gérer, j'ai décidé d'opter pour le Mirror. Mon Milobellus ne prend pas beaucoup de dégâts de surf, alors je peux lui mettre des bons dégâts avec pouvoir lunaire. Le truc c'est qu'on a nous 2 soins, donc le combat va être assez long. Et là, Cynthia décide de switch sur Roserade, ce qui ne pose pas vraiment de problème. Je peux envoyer mon Dracolo sur Tempête Verte. Le Roserade me dépasse et peut me faire soit Poudre Dodo, soit Éclat Magique. Si c'est Poudre Dodo, j'ai la Péprine donc aucun problème. Mais si c'est Éclat Magique, alors je meurs d'un coup critique. Vol peut directement le mettre KO et ramener le dernier Pokémon du jeu, Milobellus. Je sacrifie mon Dracolos, puis j'envoie Magirève. Je clique sur Tonnerre en sachant que ça ne va pas le mettre KO, mais Magirève ne voit pas les choses comme ça. Ce dernier coup critique, à l'image de cette run chanceuse, m'offre l'accès au Panthéon, mais surtout me permet de gagner la race et les 150 € à la clé. Cette race a été un plaisir à jouer, donc merci à Mayatix de l'avoir organisée, et à Memory d'avoir modifié la ROM de Renegade faite par Draiano. Merci aussi à tous les participants de la race de s'être donné au maximum pour essayer de gagner, et notamment à Spatio et Teliat qui sont respectivement arrivés 2ème et 3ème. Si vous souhaitez vous aussi essayer la ROM, vous pouvez la retrouver sur le Discord Nuzlocke Nation, que je vous mets en description. Si vous voulez suivre les prochains challenges, je les stream sur ma chaîne Twitch, que vous pouvez retrouver en description. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau Hardcore Nuzlocke.